Des milliers de fans sont entassés dans une arène, frémissant d'impatience à l'idée de voir la tête d'affiche. Mais alors que la foudre éclatait à l'approche d'une tempête, leur excitation se transforma en malaise. Quelques instants plus tard, des vents violents secouèrent la scène massive, et la structure de 32 tonnes s'effondra, écrasant tout sur son passage. Au début, cela semblait être un accident étrange, mais la vérité était bien pire. Cette catastrophe aurait pu être évitée et l'enquête sur ses causes a poussé 6 secteurs à changer leur fonctionnement à jamais. Le matin du 13 août 2011, la foire d'État de l'Indiana était en pleine effervescence. En tant que plus grand événement de l'État, elle attirait chaque été d'immenses foules en plein pic de la saison des tempêtes. La foire avait jusque-là échappé au pire de la météo. Un groupe très populaire, le duo country Sugarland, devait se produire plus tard dans la soirée. Cela signifiait que les organisateurs prévoyaient encore plus de visiteurs que d'habitude. Le groupe avait un planning très serré pour les semaines à venir, alors les organisateurs étaient plus désespérés de tout faire parfaitement. Pendant que la caravane de camions déchargeait, la directrice de la foire, Cindy Hoy, a convoqué une réunion urgente. Le service météorologique national a repéré un front orageux sur l'Indiana. Il était probable qu'il arrive au stade en début de soirée, ce qui signifiait que le spectacle affronterait de forts vents et des pluies torrentielles. Après la mise à jour météo, Ray Allison, directeur de la sécurité de la commission de la foire de l'État de l'Indiana, a souvent appelé le service météorologique national pour suivre l'évolution de la tempête. Le reste de l'équipe a discuté de la façon dont cela pourrait impacter le déroulement du spectacle. Pendant ce temps, les techniciens ont commencé à suspendre du matériel lourd au toit de la scène et aux colonnes de soutien, ce qui a considérablement augmenté le poids de la scène. Dans des circonstances ordinaires, cela ne posait pas de problème. Cela dit, une scène s'était effondrée à cause de vents violents seulement un mois plus tôt. Il était donc crucial qu'ils prennent des précautions supplémentaires. En tant que superstructure temporaire, la scène a été assemblée par Mid-American Sound Corporation à l'aide de pièces de treillis en aluminium préfabriquées. Elles s'assemblent comme des Legos pour former la structure de la scène et ont été fournies par James Thomas Engineering. Une fois la structure montée, une immense bâche a été tendue dessus et fixée à l'aide de câbles métalliques pour éviter qu'elle ne bascule. Ce système de câbles synthéteux était la seule protection contre les forces latérales comme le vent fort, ce qui signifiait que les fils ne pouvaient pas être détendus. Ils ressemblent un peu aux haubans que vous pouvez avoir sur votre tente à la maison, mais ceux-ci sont bien plus grands et bien plus lourds. Donc, au lieu d'utiliser des piquets en métal, ils étaient solidement attachés à des barrières en béton à l'aide de sangles à cliquettes. Dans un scénario idéal, les barrières auraient dû être fixées au sol, mais ce n'était pas le cas. À la place, ils comptaient sur leur propre poids pour maintenir la scène en place. Ignorant le danger, en fin d'après-midi, les techniciens avaient installé plusieurs grandes enceintes et écrans affichage à cristaux liquides sur le système de poutres. C'est à ce moment-là que le NWS a diffusé une deuxième alerte météo. Mais cette fois, c'était bien plus grave. Malgré la possibilité qu'une tornade se dirige vers eux, les organisateurs n'ont pas inspecté la scène une fois que leur train a été terminé, ni pris de mesures certaines pour se préparer au pire des scénarios. Ils prévoyaient en ouvrir les portes au public à 18h30 et de commencer le spectacle comme prévu. Mais avant qu'ils ne soient prêts à le faire, un autre avertissement est venu du NWS. Cette fois, ils ont publié un avis de surveillance d'orage violent et ont prévu des rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h. Des vents aussi forts dépassaient pas la norme de résistance des bâtiments permanents et auraient dû annuler le spectacle. Mais le directeur Allison n'a pas partagé la mise à jour et des milliers de fans sont entrés dans la zone de concert en plein air sans savoir ce qui les attendait. 30 minutes plus tard, alors que les fans attendaient la première partie, le directeur Allison a appris que la tempête était plus proche qu'on ne le pensait initialement. Elle allait maintenant frapper le stade en plein milieu du concert de Sugarland. Cette mise à jour a poussé les organisateurs à agir. Au lieu de privilégier la sécurité des spectateurs, les organisateurs se concentraient uniquement sur le programme de Sugarland. Ils ne voulaient pas perturber leur tournée. Finalement, le directeur Hoy est intervenu et a tenu une réunion avec le manager de Sugarland. Le groupe devait se produire à 20h45
et Hoy voulait retarder le concert jusqu'à ce que la tempête quitte la région. Au lieu d'informer le manager de la tournée d'une possible tornade, Hoy a seulement dit qu'il allait pleuvoir. Cela ne justifie pas de retarder le concert. Alors Sugarland a décidé de commencer à jouer un peu plus tard que l'heure prévue et a promis de terminer leur set en 2 parties s'ils devaient s'arrêter de jouer. Pensant que le groupe avait le dernier mot, le directeur Hoy a donné son feu vert au plan. Elle est ensuite sortie de leur bus de tournée pour donner des instructions à l'équipe des projecteurs. Pendant qu'elle faisait cela, Hoy a eu une rencontre fortuite avec le capitaine de la police d'État, Weaver, qui était alors hors service. Ensemble, ils ont observé l'assaut imminent depuis l'avant de la scène, et Weaver a fait le commentaire suivant. « Madame, ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon point de vue. Mais si c'était moi, j'arrêterais tout. » Après avoir exigé l'arrêt du spectacle, Weaver a demandé leur plan d'évacuation. Il a été choqué d'apprendre que Hoy n'avait pas envisagé d'évacuer les tribunes, et ils ont tenté frénétiquement de trouver où déplacer les spectateurs du concert. Mais alors qu'il s'efforçait mensurum de sauver la situation, le NWS a envoyé une mise à jour urgente. La prévision initiale était erronée. Ils n'avaient l'est que quelques minutes avant que la destruction ne s'abatte sur eux. Ils devaient en informer les responsables. Cependant, une série d'erreurs a fait que personne parmi les responsables n'a été informé du danger imminent à temps. La seule radio réglée sur la fréquence du NWS ne se trouvait pas dans la base opérationnelle, et il n'est même pas certain qu'elle était allumée à ce moment-là. La police d'État de l'Indiana n'a pas beaucoup aidé. Ils n'ont pas informé les agents sur le terrain et ont paresseusement pensé qu'ils le savaient déjà. Les seules personnes au courant de l'alerte finale étaient les pompiers et un météorologue qui était légalement tenu d'être présent à l'événement. Mais les pompiers n'ont informé que leur propre personnel et les météorologues se sont contentés de répéter l'alerte à un responsable de production qui n'a pas compris ce que cela signifiait. Pour parfaire ce cercle d'incompétence, quelques minutes après avoir évoqué l'évacuation immédiate, Hoy a chargé un annonceur de diffuser le message suivant. Comme vous pouvez le voir à l'ouest, il y a quelques nuages. Nous espérons tous que tout ira bien. Que le mauvais temps va peut-être nous éviter, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Donc, juste un petit avertissement avant que le spectacle ne commence. S'il y a un moment pendant le spectacle où nous devons l'interrompre sur scène, nous vous demandons simplement de vous diriger calmement vers la sortie. Alors que la foudre grondait au loin, certains membres du public sont partis immédiatement. Le capitaine Weaver était stupéfait. Il a confronté Hoy qui avait d'une certaine manière mal compris leur conversation précédente. En réalisant l'erreur, Hoy et le capitaine Weaver ont fait descendre l'équipe des projecteurs des poutres et sont montés sur scène pour dire au public d'évacuer. Mais c'était trop peu, trop tard. Les membres de la foule, terrifiés, regardaient tandis que des nuages de charbon obscurcissaient dans le ciel. La poussière et le vent ont traversé la scène et une rafale soudaine a arraché le toit en tissu de sa structure. Ceux du premier rang se sont précipités pour fuir la scène, mais les chaises et les spectateurs, paniqués, bloquaient un peu leur chemin. Ils étaient brin piégés, impuissants alors que les colonnes en treillis métalliques émettèrent un grincement sinistre. Puis, l'impensable s'est produit. Sous la pression de vent soufflant à 60 miles à l'heure, les barrières retenant les câbles de guidage commencèrent à glisser, déséquilibrant la scène jusqu'à ce que les colonnes cèdent, écrasant tous ceux qui n'avaient pas le temps de réagir. En seulement 12 secondes, le spectacle était devenu une catastrophe. Des centaines de spectateurs courageux ont soulevé la structure pour dégager les victimes, dont les cris désespérés remplissaient l'air. Le personnel et les secours les ont rejoints, mais il était déjà clair que certains ne pouvaient non plus être sauvés. Un policier d'État a signalé l'urgence, rapidement classée comme incident à victimes multiples. Heureusement, l'intervention a été bien plus efficace que la gestion chaotique, et les secours ont terminé la première fouille en moins de 10 minutes après l'appel. Mais cela a apporté peu de réconfort à ceux qui étaient pris au piège dans les décombres, dont certains allaient rester traumatisés pendant des années. 4 personnes ont été déclarées mortes sur les lieux, et plusieurs autres têdieuses ont dû lutter pour leur survie dans les hôpitaux voisins. Après l'incident, police et pompiers ont évalué les dégâts et cherché d'éventuels survivants coincés à plusieurs reprises. Mais une seule question était sur toutes les lèvres. Comment cela a-t-il pu arriver ?
Une enquête policière a écarté tout acte criminel. L'ISFC a donc mandaté 2 sociétés indépendantes pour évaluer la catastrophe. Un cabinet d'avocats a vérifié les préparatifs d'urgence et des ingénieurs ont inspecté la conception et la construction de la scène. Lors de tests sur une maquette, les ingénieurs ont constaté que Mid-American Sound Corporation n'avait pris en compte que le poids de la structure de scène lors de la construction du système de haubanage. À vide, elle pesait environ 11,5 tonnes, mais ce poids a presque doublé lorsque tout l'équipement nécessaire aux représentations a été ajouté. Cela signifiait que les barrières en béton étaient bien trop légères pour soutenir la scène dans des conditions normales, et encore moins pendant une tempête. Les barrières n'étaient pas non plus fixées au sol, ce qui aurait pu empêcher leur déplacement. Au lieu de cela, elles étaient posées sur des surfaces meubles comme du sable et du gravier, l'un des pires choix possibles pour une grande structure autoportante au milieu d'une zone exposée. Et cela a finalement provoqué l'effondrement des colonnes en treillis. Même si Mid-American avait utilisé les bonnes glissières en béton, les ingénieurs ont signalé que d'autres parties du système auraient échoué. Le câble utilisé pour les haubans était plus fin que ce que recommandait le fabricant de la scène, James Thomas Engineering, qui était tout aussi responsable de plusieurs erreurs de son côté. En 2010, les ingénieurs de James Thomas ont évalué la sécurité de la scène. Cependant, tout comme Mid-American, ils n'ont pas pris en compte le poids du matériel de spectacle dans leurs calculs. En plus de cela, ils n'ont fourni que des informations techniques limitées à Mid-American. Les enquêteurs ont donc conclu qu'il n'était pas clair si les éléments de la ferme étaient adaptés à la construction d'une structure aussi grande dès le départ. Lorsque toutes ces défaillances sont prises en compte, la scène ne pouvait résister qu'à la vitesse du vent. De 40 à 72 km/h, c'était moins de la moitié de la vitesse exigée par les réglementations internationales. Lorsque le rapport d'ingénierie a été publié, il a déclenché une énorme réaction de la part des familles des victimes. Pratiquement chaque composant n'était pas adapté à sa fonction, et ils ont exigé de savoir comment autant de signaux d'alerte avaient pu être ignorés. Mais ce n'était que la moitié de l'histoire. Et lorsqu'ils ont découvert comment les organisateurs avaient géré l'événement, la conception de la scène leur a paru être un exemple de professionnalisme. Ils ont découvert que l'ISFC ne disposait d'aucune information sur la sécurité de la scène. Et, de façon accablante, ce n'était pas dû à une erreur. Bien que les codes internationaux l'interdisent, la loi de l'Indiana ne régulait pas les structures temporaires lors d'événements publics. Selon eux, la scène n'avait pas besoin d'être inspectée ni d'obtenir l'approbation de son design avant d'être construite. Donc malgré le risque pour des milliers de personnes, ils n'avaient aucune idée de ses limites ni de la façon dont elles pouvaient être affectées par de forts avances. Le rapport a également révélé que les organisateurs n'avaient pas de plan d'urgence, même s'ils savaient que c'était un problème flagrant à la suite d'un exercice de formation récent. Quelques semaines avant l'effondrement, les organisateurs ont simulé un scénario d'urgence presque identique à la tempête survenue pendant le concert. À la suite de la simulation, l'État s'est rendu compte qu'il était totalement mal préparé à gérer la situation. En réponse, la ISFC a défini plusieurs tâches urgentes. La principale consistait à élaborer des plans écrits de réponse et d'évacuation, ainsi qu'à déterminer qui serait responsable d'annuler les événements dans le pire des cas. Mais malgré la reconnaissance de l'importance de ces questions, le concert a eu lieu avec des plans seulement partiellement achevés et sans qu'une personne clairement définie ne soit en charge. Ils ont également décidé de ne pas former le personnel aux quelques mesures qu'ils avaient et ne les ont pas utilisées dans le scénario même pour lequel elles avaient été conçues. C'était la dernière pièce à conviction d'une enquête accablante qui a mis en lumière des erreurs à chaque occasion. Le seul aspect de la catastrophe que Tepiez-Kim a été bien géré, c'est la réponse d'urgence. Pourtant, même cela manquait de protocole de base, ce qui aurait pu coûter des vies s'ils avaient rencontré des problèmes fortement dans le coin pour libérer les victimes. À l'image de la mauvaise gestion de la tempête par les organisateurs, les secouristes manquaient de coordination entre les différents services et utilisaient des radios incompatibles, ce qui rendait la communication difficile. Munis des informations issues des 2 rapports, les victimes ont intenté un important procès, qui a abouti à un versement de 50 millions de dollars en indemnisation. Certaines personnes sont restées handicapées à vie. D'autres ont subi des lésions cérébrales, laissant un homme incapable de parler.
Bien que l'État de l'Indiana ait été jugé responsable, c'est Sugarland qui a provoqué le plus de remous pendant la bataille judiciaire. Le contrat du groupe leur donnait le dernier mot pour décider d'annuler ou non le concert. Et au lieu de compatir avec les fans blessés, leurs avocats ont tenté de faire valoir que c'était la faute du public s'ils avaient été blessés, car ils avaient choisi d'attendre dans l'arène. Mais cet argument n'a pas tenu, et ils ont payé la majeure partie du règlement avec Live Nation, qui avait organisé le concert. Quant à James Thomas Engineering et Mid-American, aucune des deux n'a fait face à des conséquences juridiques pour leur rôle dans la catastrophe. À la place, ils n'ont payé que de petites amendes et ont conclu des accords confidentiels loin des projecteurs médiatiques. Au final, des changements radicaux étaient nécessaires pour éviter qu'un événement similaire ne se reproduise. Plus de 20 recommandations en matière de sécurité ont été émises, ce qui a changé à jamais les concerts en plein air. La réglementation sur les structures temporaires s'est durcie, les codes du bâtiment ont été actualisés et l'Indiana a créé une nouvelle catégorie pour les scènes de spectacle. La supervision des événements en plein air a été revue, avec de nouveaux plans d'urgence entre les services. Malgré ces efforts, les changements n'ont pas eu l'effet escompté, puisque 5 scènes se sont effondrées aux États-Unis depuis l'accident. Une gifle pour les 7 personnes qui sont mortes à la foire et les 58 autres qui ont été blessées. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide beaucoup.